fixons un objectif, on s'y tient, on met les financements. 5 millions de logements HLM, plus de 2 millions de demandeurs. Notre pays est de nouveau entré dans une crise du logement, une grave crise du logement. Bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition des Paroles libres de l'AFPOLS, enregistrée dans les locaux de l'association à l'intention des dirigeants des organismes et de tous ceux qui nous suivent depuis déjà plusieurs mois. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison au cours de laquelle nous vous proposerons chaque mois des rendez-vous avec des personnalités universitaires et experts, urbanistes, économistes, géographes, sociologues et bien sûr acteurs du logement social sur tous les thèmes d'actualité qui intéressent et qui parfois, on peut le dire, préoccupent le secteur. L'occasion donc pour tous d'un temps de réflexion, d'analyse partagée que vous pourrez aussi retrouver en version écrite dans les cahiers de l'AFPOLS qui sont publiés à la suite de ces entretiens. Notre sujet aujourd'hui, décarboner l'habitat social. Aussi un beau thème d'actualité, comment définir une stratégie bas carbone et la piloter. Et notre invité, Camille Simon, que je salue, bonjour, chef de projet chez Greenflex, société de conseil qui accompagne les entreprises et aussi les territoires dans la transition énergétique, environnementale et sociétale de leurs organisations. Vous ne serez pas seul, Camille Simon, je rappelle brièvement la règle de notre émission. Vous serez rejointe tout à l'heure en deuxième partie par ce que nous appelons un discutant. Il est issu d'une entreprise ou d'un organisme, c'est donc un praticien qui viendra confronter vos analyses avec sa propre expérience assez ancienne, je crois déjà, en tout cas nourrie. Sur le terrain, il s'agit de Jean-Pierre Reynaud, il est directeur général de Vivest, société HLM qui fait partie du groupe Action Logement, 24 000 logements, on le sait. Et il nous vient c'est sur 2 départements, donc Jean-Pierre Reynaud vient de la région Grand Est, Moselle et Meurthe-et-Moselle. Nous le saluons, il est en face de nous, déjà présent dans le studio pour vous entendre. Alors on revient peut-être sur un rappel nécessaire, Camille Simon, d'où partons-nous avec ces objectifs très ambitieux aujourd'hui fixés par la France, parmi d'autres, de stratégie nationale bas carbone notamment, dans l'existant et dans la production neuve. Donc pour le parc social, ça représente vraiment un enjeu très fort. Quelques chiffres pour bien situer les choses. Oui, complètement. Donc, et quelques éléments. Pour remettre un peu de contexte en introduction, je voulais juste souligner que le secteur donc, du bâtiment et de l'immobilier était allé à la croisée des enjeux environnementaux, effectivement sociaux et des impacts, subissait les impacts grandissants du changement climatique. Et il convient de souligner que 62% donc, de la population française est aujourd'hui actuellement soumise à un risque élevé d'aléas climatiques. Donc les aléas, on les connaît tous, ça va être les submersions, le risque de recrudescence d'inondations, des vagues de chaleur, etc. Et donc pour cela, l'ampleur du défi doit être relevée, en tout cas par le secteur du logement social, puisque le secteur résidentiel aujourd'hui représente 1/3 de notre consommation énergétique en France. Et donc c'est à peu près 12% de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est le 2e secteur le plus émetteur. Et donc, si on prend en compte la phase travaux, le BTP monte à 33% en France d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, en soi, le parc social, avec ses 5 millions d'unités, donc ce qui représente 16% du logement résidentiel, a sa part à faire justement au cœur des problématiques que sont l'adaptation au changement climatique. Oui, largement concerné, on va voir comment. Juste encore une petite précision, vous dites 33% la part du BTP dans ces émissions de gaz à effet de serre, c'est une moyenne par rapport à d'autres pays du monde. C'est la moyenne française et on connaît la moyenne mondiale. Oui, on est à 38%. 38, d'accord, donc on est à peu près même un petit peu en dessous. Alors c'est donc, vous le dites, un très grand défi pour le bâtiment social en France et plus spécifiquement pour ce qui nous intéresse, le parc du logement social avec des ambitions, donc cette stratégie bas carbone, plus encore d'autres contraintes qui sont liées cette fois à la consommation énergétique. Oui, exactement. Donc en fait, au niveau français, on a une trajectoire de décarbonation qui a été définie grâce à la stratégie nationale bas carbone. Donc elle a plusieurs objectifs, mais les principaux sont de réduire donc de 50% les émissions du secteur résidentiel d'ici à 2030 et de décarboner quasiment totalement ce secteur à l'horizon 2050. Donc ça, c'est les points assez importants, saillants de la stratégie nationale bas carbone. Et donc voilà, il convient forcément de rénover l'immobilier existant et en tout cas de développer une performance énergie carbone pour l'avenir.
Et ensuite, donc, la deuxième réglementation qui va effectivement concerner les diagnostics de performance énergétique, ça va être la loi climat et résilience. Plus récente, donc, voilà, plus récente de 2021. Et elle va concerner l'interdiction progressive de mise en location des passoires énergétiques. Donc on va parler, donc ça c'est dès 2025, et on va parler donc d'une interdiction de mise en location des logements de classe G à partir de 2028, de classe G pardon, à partir de 2025 et F à partir de 2028. C'est ça, donc s'il y a d'autres échéances plus lointaines, à 2030 c'est vraiment demain, 2025 encore plus. Il y a ensuite 2034 et 2050 qui la rejoignent, des objectifs plus mondiaux. On pourra y revenir. Mais restons pour l'instant sur en quoi on va décliner tout ce travail, donc cette loi climat et résilience, où il y a beaucoup à faire. L'USH, donc il y a des scénarios qui se dessinent. Et on va y venir tout de suite. Les questions à vous poser peut-être, les obligations, les délais, les quantités, tout ça effraie un peu le milieu et à raison. Bah oui, complètement. Donc effectivement, le parc HLM aujourd'hui en France a un rythme de rénovation qui est assez soutenu depuis une décennie, qui est de l'ordre de 86 000 rénovations par an. Et donc des rénovations avec changement d'étiquette. Donc on entend quand même amélioration de la performance énergétique. Donc par an sur les 5 dernières années, c'est ce qui a été étudié. Et on a compté que pour atteindre justement les niveaux donnés par la réglementation, il fallait augmenter le rythme à hauteur de 126 500 rénovations annuelles avec changement d'étiquette par an. Voilà. Objectif atteignable selon vous ? Objectif atteignable, il y a des solutions. Après, il faut prendre en compte justement les spécificités, les contraintes des bailleurs, essayer justement d'adapter la stratégie carbone à leur patrimoine. Alors, on parle de logement neuf, mais il est très important de rappeler qu'il faut aussi citer l'adaptation, qui est très, très centrale. Et d'ailleurs, dans vos travaux et dans vos conseils, vous insistez beaucoup et vous travaillez beaucoup sur ce point-là. Oui, complètement, puisque effectivement, aujourd'hui, il y a des nouvelles constructions qui se font avec des réglementations et qui se font plutôt bas carbone. En tout cas, c'est possible. Mais les efforts doivent être surtout portés sur le parc existant. Et de toute manière, c'est ce parc-ci qui sera le plus à même d'être face aux futurs aléas climatiques. Donc on parle souvent des vagues de froid qui vont avoir un impact direct sur la consommation d'énergie des logements. On parle aussi aujourd'hui de sécheresse plus intense, et donc ça risque de déstabiliser la structure. Qui dégrade aussi les structures. Exactement, la structure des logements. Donc là, c'est des choses à prendre en compte quand on fait le métier d'un bailleur social dans la rénovation énergétique, mais pas que des logements. Et surtout, on parle de rénovation urbaine ici, et on sait que les îlots de chaleur, de sécheresse impactent beaucoup un certain nombre de villes, dont Paris. Complètement. Qui est assez mal situé sur ce côté-là. Alors, il y a également des enjeux de financement qui ne sont pas nuls, pas moindres. Oui. Donc, on a souligné un certain nombre d'enjeux déjà depuis le début de cette interview. On parle des enjeux climatiques, on a parlé des enjeux réglementaires, des enjeux de résilience avec les sujets de sécheresse. Mais il convenait aussi de souligner qu'on avait donc des enjeux sociaux avec une attente forte de la part des parties prenantes sur des sujets de confort, d'adaptation du logement, également sur le sujet de l'inflation et de la hausse des prix de l'énergie. On a également des enjeux liés au financement, avec aujourd'hui, on s'attend à une gel des dépenses, en tout cas de l'État, en 2025, qui amènera à moins de crédits pour la transition écologique des bailleurs sociaux. Et puis oui, on l'a cité, mais l'enjeu d'approvisionnement énergétique avec le sujet de l'indépendance vis-à-vis du gaz fossile, qui va être à prendre en compte. Dont sûrement Jean-Pierre Hénon va nous reparler. Je crois qu'il est bien concerné. Stratégie climat, donc à intégrer au cœur d'une stratégie maintenant des organismes. Alors resserrons un petit peu le spectre. Montrons quelle stratégie HLM est proposée pour le bailleur qui, il faut quand même le dire, l'USH a déjà réfléchi à ces sujets-là avec un certain nombre de scénarios. Très récents d'ailleurs, c'était au printemps 2024 et je pense que vous les connaissez. Quels sont les points faibles, tenez, commençons par là, des organismes devant tous ces défis que vous présentez? Alors, les points faibles, ça va être... On va venir aux points forts après. Les points faibles, ça va être plutôt le fait qu'il va falloir réfléchir, ou en tout cas réaliser son métier de bailleur social peut-être un peu différemment, aller chercher des solutions un peu différentes de d'habitude, un peu plus innovantes potentiellement, travailler avec des parties prenantes peut-être où on n'a pas toujours l'habitude de travailler avec elles, mais également il y a des points faibles qui ne sont pas forcément dus au métier de bailleur social, mais qui sont aussi contextuels. On a
pas forcément aujourd'hui les main-d'œuvre qualifiées pour réaliser ces travaux de rénovation énergétique, en tout cas pas suffisamment. Donc voilà, il va y avoir un certain nombre d'enjeux qui vont être à relever main dans la main avec les bailleurs sociaux pour les aider à rénover. Bousculer aussi certaines habitudes, mais je crois vous avoir lu, Camille Simon, vous trouvez que du côté des bailleurs, on est plutôt partant et plutôt ouvert à ces changements. Oui, c'est ce que vous avez déjà pu observer puisque vous travaillez avec plusieurs d'entre eux, c'est cela? Oui, complètement. Mais de toute manière, ces lois et réglementations, ils les ont bien en tête. Ils ont souhait de s'aligner avec les enjeux environnementaux. Et tout ce qui, entre guillemets, reste à faire, ce serait de s'intégrer vraiment dans la stratégie du bailleur, donc de bien prendre en compte les spécificités du bailleur, de maîtriser ses charges, de mettre ça en cohérence avec un plan d'investissement, avec donc ce qu'on a dit, la stratégie RSE, le plan de sauvegarde du patrimoine, les business models, etc. Donc vraiment d'aligner tous les outils du bailleur vers la décarbonation, parce que ça ne se fera pas juste avec le directeur patrimoine, par exemple. Voilà, mais ça c'est un point très central. Vous dites qu'il faut vraiment partir d'un état des lieux. On vient de le faire pour la situation générale, mais chaque entreprise doit vraiment partir, bien connaître l'état, où elle en est, elle en est à ce stade, ce qu'elle a déjà fait, ce qu'elle peut encore faire. Vous insistez énormément sur ce point. Pour vous, c'est vraiment un aspect de la démarche. Oui, mais c'est ce qu'on propose justement quand on réalise donc, des stratégies de décarbonation. C'est vraiment, premièrement, de partir donc, d'un état des lieux, ensuite de fixer des objectifs quantitatifs concrets et pragmatiques. Mais l'état des lieux, ça peut être quoi? C'est tout savoir, connaître la consommation, c'est vraiment détaillé à ce point? L'état des lieux, oui, ça va reposer sur une analyse technique. En tout cas, on va collecter des données chez le patrimoine du bailleur. Et l'idée, c'est vraiment d'être en capacité d'initier un modèle derrière qui se base sur des typologies de bâtiments, qui se base sur les étiquettes DPE, qui se base aussi sur l'énergie utilisée dans le logement. Et l'idée, c'est que pour chacune de ces typologies-là, on soit capable derrière de sortir un rythme et un scénario de travaux qui les concernera. Et donc, ça peut être plusieurs leviers, ça peut être des niveaux d'isolation, BBC, passif ou de type Energy Sprong. Ça peut être aussi des systèmes énergétiques. Energy Sprong, on va le rappeler rapidement ce que c'est. Nous avons eu l'occasion de faire une émission sur le sujet. Oui. C'est mis au point aux Pays-Bas, c'est cela? Oui, complètement. C'est-à-dire le saut énergétique en hollandais. Et l'idée, c'est d'avoir donc, des logements E égale 0, avec donc, toute l'énergie qui est consommée dans le logement, qui a été produite par le logement, localement en tout cas. Oui, ça fonctionne assez bien aux Pays-Bas et ça commence en France. On en a eu quelques illustrations. Peut-être c'est l'occasion de bien définir ce qu'on entend par la décarbonation. Ce n'est pas forcément entendu de la même manière partout. Non. Et surtout, ça n'est pas manifesté de la même manière. Sur la décarbonation? Oui, si on en donne une définition, parce que là, on est sur un titre assez large. Comment est-ce qu'on fait pour décarboner le patrimoine donc, des bailleurs sociaux? Donc là, l'idée, ça va être... il y a énormément de leviers. On peut en avoir, je peux en citer quelques-uns. Donc, on peut effectivement commencer par amplifier le rythme des rénovations, des réhabilitations. Donc là, ce sera justement regarder les étiquettes énergétiques, FG, les éradiquer, atteindre donc un niveau de confort d'été qui peut être bon, et puis atteindre donc des rénovations qui vont être avec un niveau BBC pour la plupart d'entre elles. Ensuite, on peut regarder aussi la maîtrise des coûts d'exploitation et les sujets de maintenance du bâtiment, donc sur la durée de vie du bâtiment. L'idée, c'est pourquoi pas de regarder à développer des pompes à chaleur, de tisser aussi des partenariats avec des acteurs du territoire pour développer donc, ces filières entretien-maintenance qui vont être assez importants pour prolonger la durée de vie du logement et s'assurer qu'il reste performant. Mais alors, si je vous entends bien, il faut aussi anticiper ces coûts, parce qu'il va y avoir des surcoûts également. Donc, dans ce que vous appelez l'état des lieux, en tout cas la préparation, l'anticipation, ça en fait partie, évidemment. Oui, l'idée, c'est vraiment... On dirait que les entreprises savent déjà faire ça, mais est-ce qu'elles doivent le faire encore plus ? Effectivement, là, c'est assez, disons que c'est une petite révolution quand même, puisqu'il y a énormément de logements. L'idée, ça va être le sujet, ça va être de massifier toutes ces rénovations-là. C'est ça. Donc, jusqu'à présent, des bailleurs avaient justement ce plan de sauvegarde patrimoniale pour rénover X logements à l'année. Ils ont dû l'intensifier et trouver les fonds nécessaires pour rénover le nombre de logements à rénover. Donc ça, il faut le savoir à l'avance. Et donc, on a des outils aussi pour ça, en tout cas des sujets de portage financier qui peuvent être intéressants pour un bailleur social. Donc, par exemple, notamment la stratégie d'achat groupé qu'on propose auprès des unions régionales pour l'habitat. L'idée, ce serait de passer des marchés globaux à plusieurs bailleurs pour avoir justement un poids auprès des maîtrises d'œuvre derrière et pouvoir négocier mieux les prix. Et pour vous, ce sont des pratiques plutôt nouvelles pour eux?
C'est des pratiques, oui, qui n'existaient pas forcément avant. Et donc, on a pu l'expérimenter sur les projets Énergie-Sprong typiquement. Et c'était arrivé, donc on a eu un groupement de commandes qui s'est fait dans la région Pays de la Loire notamment. Et ça, juste avant le Covid. Et finalement, les bailleurs se sont mis ensemble pour acheter autre chose que des rénovations énergétiques et notamment des masques chirurgicaux pendant la pandémie. Voilà. D'accord, je prends un autre exemple, le remplacement des chaudières gaz. Vous disiez il y a un gros problème autour de l'énergie gaz. Là encore, je le vois de loin, Jean-Pierre Reynaud qui approuve. Il faut bien connaître les dates de remplacement, ça veut dire les dates où on les a installées déjà, la durée de vie, les solutions alternatives. Ça fait partie aussi de vos recommandations. Mais oui, parce qu'en fait, donc, dans nos préoccupations, si un bailleur vient de changer il y a 2-3 ans ses chaudières gaz, on ne va pas forcément tout de suite lui recommander de passer à l'électrique. Donc c'est pour ça que on a des sujets quand même de planification assez importants. Et ensuite, il faut aussi regarder sur des solutions, il faut regarder à des solutions alternatives, type les réseaux de chaleur urbains, type les géothermies, des fois ça s'y prête. Donc voilà, il y a des choses à regarder peut-être un peu différemment de d'habitude. Géothermie, vous l'avez déjà observé, enfin vous le conseillez aussi, j'ai vu, mais ça existe déjà, ça commence. Ça se prête, c'est plus rare. Ça c'est rare quand même. C'est plus rare, ouais. C'est plus difficile à installer. Tisser des partenariats, vous en avez dit un mot, aller chercher un peu ailleurs d'autres participations. Ça veut dire quoi exactement? C'est sur le territoire, c'est-à-dire trouver ensemble, ce que vous avez dit, des solutions de financement pour alléger un peu les coûts? Oui, complètement, mais ça peut être sur énormément de sujets. Ça peut être tisser des partenariats avec des entreprises locales de maîtrise d'œuvre, les former peut-être à des types de rénovation un peu différentes. Ça peut être tisser des partenariats avec les collectivités pour obtenir justement des subventions à la rénovation, ou alors avec d'autres bailleurs sociaux pour faire baisser les coûts aussi des rénovations énergétiques. Alors, autre conseil peut-être à vous demander, Camille Simon, tout ça fait partie d'une stratégie très élaborée. On est en train de la résumer un peu rapidement, mais j'imagine qu'elle est adaptable aussi selon l'entreprise à laquelle vous vous adressez. Vous ne faites pas forcément la même chose pour tout le monde. Là, on est sur des conseils plus généraux, c'est ça? Non, complètement. C'est pour ça qu'on part vraiment bien d'un état des lieux. Donc, on prend bien en compte les DPE, alors que ce soit les anciennes où on va estimer les nouvelles, ou alors, si on a déjà les nouvelles, on va reprendre les nouvelles DPE. Mais l'idée, c'est vraiment de bien comprendre les typologies de logements, les consommations énergétiques, le vecteur énergétique aussi des logements, pour pouvoir ensuite sortir des lots de rénovation et les cibler sur des typologies. Donc, ce lot-là, on va peut-être plutôt passer à des pompes à chaleur. Ce lot-là, on va essayer de cibler des recommandations par typologie et par lot de logement. Et avancer par étapes, parce que tout le monde ne va pas au même rythme. Au fond, si on parle d'une démarche vraiment plus volontariste, on arrive vraiment sur une démarche de biodiversité, presque d'économie circulaire, si on entend ce que vous nous dites, d'utilisation de matériaux nouveaux. Tout ça doit se plier quand même à l'échelle du bailleur. On peut en prendre quelques exemples. Comment on fait pour mettre en place tout ça, Alors, c'est vrai que depuis le début de l'intervention, on a beaucoup parlé d'énergie, de carbone, etc. Mais donc, nous, ce qu'on privilégie aussi, et c'est à chaque fois ce qu'on essaye d'instaurer quand on travaille avec les bailleurs sociaux, c'est des solutions qui ne sont pas forcément mono-solutions, justement. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher comment est-ce qu'on peut faire profiter et le bâtiment et le quartier aussi de la rénovation énergétique. Et donc, on va aller regarder à améliorer également la biodiversité, à regarder donc les autres postes carbone, type la mobilité chez un bailleur social, qui peut être un sujet à prendre en compte. On va aller regarder aussi sur les sujets de déconstruction des bâtiments, comment réemployer les matériaux et comment utiliser effectivement des matériaux biosourcés qui se prêtent en plus encore mieux au sujet du hors-site. On y reviendra, je pense, après. Mais ça, c'est très important parce que vous êtes en train de dire il ne s'agit pas du seul bâtiment, en fait. C'est une démarche qui englobe ce qu'il y a autour. Complètement, oui. Parce on ne peut pas faire sans. Des rénovations qui visent juste la certification, mettre des panneaux photovoltaïques et puis regarder les consommations, pour nous, ne sont pas suffisantes, en tout cas. Il faut aller chercher un peu plus loin, des rénovations globales et regarder justement les autres postes ne pas regarder que le carbone, en tout cas. Alors, est-ce qu'on parle maintenant du personnel? Comment engager tout le monde dans cette démarche? C'est aussi un de vos conseils principaux. Oui, complètement. Pas seulement la direction. Ce sont souvent des directeurs d'organismes qui nous écoutent,
Ouais, on l'a vu en fait à travers les leviers d'action que j'ai pu citer. Ce ne sera pas quelque chose qui va se faire avec simplement la direction patrimoniale du bailleur. On a forcément besoin donc effectivement d'intégrer la direction générale, la DGA, la direction patrimoine, donc la direction exploitation maintenance, la direction locative. Enfin voilà. L'idée c'est que de toute manière l'ensemble de ces leviers vont avoir un impact sur toutes les directions et tous les métiers du bailleur social. Donc, il faut tout de suite poser les bases et valider les objectifs ensemble pour même en plus anticiper, on va dire, les leviers, les freins à la réalisation de ces actions-là et être le plus pragmatique possible. Oui, ce qui pose quand même une question, Camille Simon, j'imagine qu'ils vous le disent parfois. Est-ce qu'ils ont toujours les compétences? Parce que ça veut dire aussi, pour beaucoup, d'autres métiers. Alors, en général... Ou en tout cas, découvrir d'autres fonctions. C'est découvrir peut-être des manières de faire un peu différentes, mais je pense que de toute manière, quand on travaille ensemble, les idées viennent directement finalement de ces directions, de ces personnes-là. Nous, on les accompagne pour pour leur offrir des clés de décision, etc. Mais personne mieux qu'une personne en interne peut savoir ce qui est possible et réalisable finalement pour son propre patrimoine. Ça implique une surcharge de travail, de votre point de vue? Pas forcément, non. Une façon de faire un peu différente, mais pas forcément une surcharge de travail, ou alors temporairement. Alors bien sûr, il y a l'aspect social, vous l'avez mentionné à plusieurs reprises. On est d'ailleurs dans l'aspect social si on parle aussi du personnel, qu'il faut embarquer dans le projet. Mais le logement social, par définition, se préoccupe de ses locataires. Et là, la question des surcoûts, vous avez quand même parlé d'un financement compliqué, de surcoûts à prévoir. C'est évidemment une grande partie de ce qu'il doit faire, l'organisme. D'anticiper les surcoûts pour ces locataires. Et comment les accompagner, comment les aider. En général, les travaux de rénovation énergétique vont plutôt être pris en charge par le bailleur social, qui peut peut-être récupérer via la troisième ligne de quittance ou des accords collectifs des économies sur les économies d'énergie des locataires. Mais en l'occurrence, c'est plutôt les locataires qui, in fine, vont faire ces économies-là et vont avoir ces gains énergétiques. Oui, ça passe par quoi? Une formation, une information, une auprès des sensibilisation. Il y a le sujet de la sensibilisation. C'est le mot qui court, l'accompagnement aussi. Oui, donc il faut les accompagner parce que, in fine, peut-être que l'utilisation de leur logement se fera plus de la même manière, qu'il y aura des nouvelles installations, des systèmes un peu différents à maîtriser. Donc il suffit de les former, en tout cas, à la maîtrise de leur, disons, nouveau logement. Et pour ça, donc, on recommande en général un accompagnement par un assistant à maîtrise d'usage qui va, en fait, même dès avant la phase de travaux, prendre en compte les besoins et les spécificités des locataires pour les intégrer dans le cahier des charges. Donc finalement, le locataire n'est jamais laissé pour compte, même avant les travaux, on réfléchit en fonction de lui. Et on doit l'informer, là, vous conseillez aussi d'avoir un contact avec lui assez régulier sur toutes ces opérations? Oui, complètement. Est-ce que dans ce que vous observez, c'est fait suffisamment cela? Alors, il y a plusieurs méthodes. Les directions locatives, en général, informent les locataires. Après, ils sont des fois difficiles à atteindre, difficiles à faire venir en réunion, etc. Mais bon, voilà, on a des solutions. Et il faut savoir aussi qu'il faut anticiper l'arrivée de chaque nouveau locataire dans le logement, puisqu'il faudra les reformer à chaque fois. Voilà. Dès qu'on a un nouveau locataire, il faudra le reformer à l'usage de son logement. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut également anticiper. Complètement. Et prévoir dans la construction du plan. Alors, j'ai très vite parlé des premiers scénarios qui avaient été proposés, c'était au printemps dernier, par l'USH, vous les connaissez. D'une manière plus générale, on est sur la bonne voie? Oui, je pense que d'une manière générale, on est sur la bonne voie. Il faut intensifier les efforts, continuer donc d'accompagner les bailleurs dans leur plan de décarbonation. Nous, on a dressé un scénario où on sait qu'aujourd'hui, la réglementation profite à la rénovation et à l'évolution donc, des matériaux utilisés, où on va justement passer un peu plus par du biosourcé ou des matériaux réemployés. Et donc, l'idée, ce sera vraiment d'accélérer la construction ou la rénovation modulaire, parce que finalement, on peut encore plus contrôler les coûts et les impacts environnementaux quand on construit directement, quand on industrialise finalement la rénovation énergétique. Et donc pour ça, on observe aussi qu'il y a une digitalisation qui est assez grandissante sur toutes les étapes du cycle de vie du bâtiment. Par exemple, donnez-nous un peu un exemple comment les choses se passent. Aujourd'hui, pour aller faire de la rénovation, on peut très bien aller typiquement faire une façade en préfabriqué dans une usine et venir la poser pour isoler le bâtiment. Alors, ça ne se prête pas pour toutes les typologies de bâtiments, il faut regarder, mais c'est possible aujourd'hui d'isoler en hors site. Ce qui veut dire une économie conséquente ?
Ce qui veut dire une économie, parce qu'en général, on maîtrise mieux déjà les matériaux à utiliser en usine, les temps, les coûts, etc. Oui. Oui. Là, vous revenez sur Energy Sprong, qui a tenté ça aussi oui, aux Pays-Bas, qui décidément vous intéresse. Alors, tout cela montre bien qu'il faut vraiment bien connaître son projet avant de l'engager. Et puis connaître aussi, identifier tous les leviers qui ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde avec des conditions. Si on fait un scénario, peut-être, on a dit il y a de grandes différences bien sûr, mais disons un scénario tendanciel comme ça, qui serait à destination du secteur de la construction, quel serait-il ? Alors pour le scénario tendanciel, le secteur de la construction va passer par énormément de formation et du développement de compétences, que ce soit en interne, des artisans, des entreprises, et également les locataires, on s'en est parlé, qui va être important de former et de sensibiliser à ces enjeux-là. Il y a aussi le sujet, donc, ce qu'on s'est dit, de la digitalisation. On va avoir de plus en plus de bâtiments connectés ou de maquettes BIM. BIM BIM, pardon, c'est donc des maquettes où on va venir représenter le bâtiment sur ordinateur, finalement. D'accord. Et donc, toujours dans les scénarios tendanciels, de plus en plus de construction hors site. D'accord. Si l'on va sur le long terme, donc construction hors site, on l'a bien retenu, c'est ce que vous suggérez, qui n'est pas encore très développé, il faut le dire. Ouais. Non, pas encore, mais on estime qu'on aura au moins 20% de la construction qui sera en hors site d'ici à 2030. D'accord, plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'on a des usines vraiment qui se sont structurées. Et il y a 10 ans, ce n'était pas du tout le cas. Donc on voit vraiment que les choses bougent de plus en plus. Et puis tous les autres aspects environnementaux, c'est encore ce qu'il faut retenir de ce que vous dites, en dehors d'organisation interne et de ce plan stratégique vraiment précis à mettre au point avant de s'engager. Ce sont tous les autres matériaux bio. Alors là, ça dépasse un peu le travail du seul bailleur quand même. La construction, par exemple, de matériaux biosourcés ou je ne sais pas, le réemploi, la formation des artisans, ça n'est plus le travail du bailleur. Mais ça fait partie quand même du processus. Oui, complètement. Et puis qui d'autre qu'un bailleur social serait mieux placé finalement pour aller déconstruire des bâtiments qu'il a et réutiliser les matériaux dans d'autres bâtiments, dans des nouvelles constructions, etc. Parce que c'est quand même le parc immobilier le plus important aujourd'hui en France. Mais c'est aussi aux bailleurs, par exemple, d'aller encourager des entreprises pour fabriquer des... Oui, complètement, puisque c'est eux qui ont les marchés derrière. Donc, s'il y a des marchés, que les entreprises vont se mobiliser pour créer des filières type biosourcés, réemploi, etc. Ce qui rejoint la question du partenariat, y compris avec les collectivités, j'imagine. Oui, complètement. En tout cas, sur des territoires. Quand vous conseillez le territoire, c'est bien. On conseille de le faire à l'échelle plutôt régionale, etc. Oui. Conseiller un territoire ou conseiller un organisme social, c'est une petite question un peu piège. Ça présente des grandes différences. Ça ne va pas être les mêmes sujets. Effectivement, on n'aura pas les mêmes parties prenantes, pas les mêmes décideurs. Et puis les collectivités sont peut-être un peu moins à la manœuvre, en tout cas, au-delà de leur patrimoine. Elles vont plutôt impulser des démarches, alors que les bailleurs sociaux sont plus à la manœuvre, puisque c'est eux qui lancent les marchés, etc. On est parti clairement de chiffres quand même assez impressionnants, de défis majeurs à relever pour le secteur. En toute sincérité, vous êtes plutôt optimiste quand même sur l'évolution que vous observez, puisque ça fait quelques années que vous conseillez comme cela des entreprises de logement social. Oui, le constat, et même plus globalement des entreprises. Les entreprises, généralement, le constat, c'est que ça va dans le bon sens et qu'il faut accélérer, pour le coup, parce qu'on n'atteindra pas les objectifs fixés par la réglementation. On a mis les trajectoires en place. Après, on fait ce qui est possible de faire avec les moyens qu'ont nos clients. Mais ça va dans le bon sens, mais il faut accélérer. Et comment accélérer, c'est ça la difficulté. Est-ce possible ? Trouver de nouvelles solutions, parler avec les collectivités, essayer de trouver des financements, etc. Bien, merci beaucoup. Merci Camille Simon pour tous ces éclairages. On va demander à Jean-Pierre Reynaud de vous rejoindre. Il a sûrement d'autres questions pour vous et puis il va nous dire aussi comment lui-même vit tout cela. Mais quand même 24 000 logements, nous l'avons dit, dans sa partie et dans ces deux régions dont il a la charge. Merci, on l'accueille tout de suite. Bien, comme annoncé, nous sommes donc rejoints
Rejointe par Jean-Pierre Reynaud, directeur général de Vivest, une société HLM, fait partie du groupe Action Logement, comme nous l'avons dit en introduction, mais je le redis, 24 000 logements sur 2 départements de votre région du Grand Est. Bienvenue Jean-Pierre Reynaud. Et c'est donc la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. Je vous laisse la parole, vous nous avez écoutés, vous connaissez d'ailleurs le travail du cabinet de Camille Simon. Qu'avez-vous à ajouter à nos propos ? Oui, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été développés. Et en tout cas, c'est très complet. L'intervention que vous avez faite est très complète et nous retrouvons complètement dans cette orientation. Il faut savoir que Action Logement déploie une stratégie qui est encore un peu plus ambitieuse que la SNBC, puisque c'est en a moins 10 ans que 2050. Donc, il faut qu'on soit en neutralité carbone à horizon de 2030. Donc, il y a des ambitions autour de cette stratégie sur à la fois... On fait ça aussi pour nos locataires, nos habitants, j'insisterai là-dessus si je peux me permettre. Et bien sûr, le lien qu'il peut y avoir entre le plan stratégique patrimonial que vous évoquez, donc la stratégie de décarbonation bien évidemment, et puis ce qu'on appelle le plan à moyen terme, c'est des éléments financiers, c'est en fonction des éléments et des équipes de haut de bilan de la structure, donc chaque structure est différente. Certains appartiennent à des groupes, d'autres pas. Donc il y a des conditions bien évidemment identifiées différemment. Donc il y a bien sûr un rythme qui peut être différent en fonction des différents intervenants et notamment les bailleurs qui appartiennent à des groupes ou pas. Vous voulez dire qu'elle n'a peut-être pas assez précisé, c'est-à-dire que c'est un point à rappeler en tout cas, de grandes différences selon la taille de l'entreprise. Surtout, et puis derrière, encore une fois, il faut toujours lier le plan stratégique patrimonial avec le plan à moyen terme, parce qu'encore une fois, on peut avoir des belles ambitions, et c'est bien, et c'est ce qu'il faut faire, il faut avoir ces ambitions-là, et embarquer l'ensemble des acteurs autour de ces ambitions-là. Après, il faut aussi avoir les moyens de ces ambitions et développer ensuite derrière, en fonction, vous l'avez évoqué très bien, sur ces sujets, l'accompagnement de l'État. On sait bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas trop le sujet à attendre, mais il y a peut-être d'autres moyens, en tout cas, à développer, et notamment en termes d'ingénierie. Si je peux me permettre, on est maître d'ouvrage, on n'est pas acteur du bâtiment. On a vraiment besoin, justement, de faire porter, en fait, toute l'innovation nécessaire pour pouvoir acter et réussir, en fait, le défi qui est extrêmement important face à nous. Camille Simon. Mais je voulais savoir quels étaient peut-être les leviers financiers que vous aviez déjà activés pour rénover une partie de votre patrimoine. On a tout essayé. On essaye tout. Bien sûr, les fonds verts, actuellement, c'est quelque chose qu'on a bien sûr développé depuis quelques temps. Avant, c'était les fonds friches, maintenant, c'est les fonds verts. Donc, on développe ça. Bien sûr, avec les financements de la Banque des Territoires, globalement, sur ces sujets-là, on les développe, bien sûr. C'est pas suffisant parce que, on va dire, l'enjeu est important et j'allais dire, du côté de Vivest, on a entre guillemets l'avantage de ne pas être trop en retard par rapport à cette volonté-là et cette ambition-là. Bien sûr, on déploie d'autres formes avec les financements FEDER, avec les financements Climaction, etc. Donc il y a des sujets on essaye de développer un petit peu toutes les pistes de financement et ne pas attendre que ça vienne tout seul. Donc il faut vraiment ça. Quelque chose qu'on développe très peu, c'est bien sûr recours aux locataires. L'augmentation de loyer est toujours très très limitée quand elle existe, qui est parfois c'est zéro, clairement. Et c'est toujours limité à un maximum de 5%, donc c'est très, très limité parce que notre ambition est aussi autour de cet accompagnement-là, c'est de faire en sorte que tout le monde soit gagnant et en particulier l'habitant qui vit tous les jours. C'est l'acteur, entre guillemets, principal. Nous, on n'est que le bailleur, entre guillemets. On a un rôle. Évidemment, l'habitant aussi a son rôle par ailleurs. Vous aviez dit, c'est moi qui l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, lorsque nous parlions de la question du gaz qui est installé dans beaucoup de logements. C'est aussi le cas chez vous, je crois, et ça vous pose un réel problème, Jean-Pierre Reynaud ? Oui. C'est effectivement un sujet, puisque dans les années 90, 2000, on avait beaucoup travaillé sur l'apport des chaudières gaz individuelles, etc. Donc on a mis beaucoup d'investissements autour de la chaudière individuelle gaz, ou des réseaux de chaleur, parfois des chaufferies gaz, on en a aussi quelques-unes. Donc là, maintenant, avec la stratégie SNBC bas carbone, évidemment, quelque chose qui n'est plus d'actualité, hormis le gaz vert, mais ça, c'est encore un autre sujet. C'est quelque chose qui, ensuite, dont on doit revenir, vous l'avez évoqué, on ne va pas changer les chaudières gaz qui ont été changées il y a 3-4 ans ou 5 ans. Par contre, celles qui ont une dizaine d'années, là, clairement, il y a un plan assez important sur la transformation de ce mode de chauffage. Donc on oublie le gaz fossile, puisque c'est évidemment quelque chose en priorité, on va dire, nationale, et puis évidemment pour Vivest. Par contre, on inclut bien sûr
les pompes à chaleur individuelles, les pompes à chaleur collectives, on en déploie aussi beaucoup avec des questionnements sur l'entretien, c'est aussi quelque chose à voir, sur les questions aussi de bruit, parce que c'est aussi ces sujets-là, très concrètement, il peut y avoir des questions de bruit. Voilà, donc si on met trop près des habitants, ça peut être un sujet d'inconfort, et c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et ensuite, et ça vous l'avez évoqué, bien sûr, le raccrochement au réseau de chaleur urbain, surtout quand il est évidemment décarboné. Et en grande partie maintenant, nos réseaux de chaleur urbains sont décarbonés, heureusement d'ailleurs. Donc quand on peut le faire, parce qu'on a un parc qui parfois est métropolitain, ça va. Par contre, on est parfois sur des secteurs qui sont plus éloignés, où il n'y a absolument pas de possibilité de réseau de chaleur urbain. Donc il y a ces éléments-là. Et puis ce que j'évoquerais aussi en plus, c'est en dehors de ça, en dehors des réseaux de chaleur urbains, il y a des réseaux, évidemment, des chaudières collectives, où là, bien évidemment, on transforme la chaudière en individuel gaz, en pompe à chaleur en tant que telle, pour essayer de trouver une solution, on va dire, alternative assez problématique de chauffage. Oui, Camille Simon. Vous aviez déjà testé donc, l'autoconsommation sur... collective sur certains de vos bâtiments ? On a commencé, on a développé quand même cette question-là. On n'a pas encore de retour d'expérience suffisant pour pouvoir vraiment l'industrialiser, mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on ouvre, bien évidemment, parce qu'on y croit aussi. Il y a d'autres cas d'autoconsommation qui se développent bien ? Oui, complètement. Oui, vous les observez, oui. Mais en phase plutôt, projet pilote, et puis on attend les premiers retours d'expérience. Mais pour vous, c'est très porteur ? En général, c'est une solution qui peut s'appliquer à beaucoup de bâtiments quand même, avec l'adhésion des locataires, etc. Bien sûr, mais c'est une solution décarbonée avec souvent l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture et puis l'autoconsommation dans le bâtiment directement. Mais qui, encore une fois, passe par le locataire, Jean-Pierre Reynaud, ce qui n'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. À part sa volonté ou son adhésion, ou je ne sais pas comment la qualifier. C'est un acteur extrêmement important. Incontournable. Sinon, ça ne fonctionne pas. Sinon, ça ne marche pas. Et on pourra faire tout des tas d'expérimentations si on n'industrialise pas, à mon avis, à un moment ou un autre des process. Voilà, je prends d'exemple, on répond à un appel à projet européen qui s'appelle LIFE, qui déploie justement des expérimentations sur... Vous connaissez, sur à la fois le photovoltaïque plus les bornes IRVE. Donc là, on touche aussi à la mobilité des locataires, plus bien sûr les pompes à chaleur. C'est quelque chose. C'est quoi les bornes RVE ? C'est les bornes électriques. D'accord. Les bornes de recharge pour le recharger, d'accord. Et donc là, on répond à cet appel à projet. On déploie cet appel à projet en association avec l'association de ressort. Ça reste de l'expérimentation. À un moment ou un autre, l'idéal... Il faudrait qu'on fasse une phase industrialisation. Et ça, pour ça, on a besoin des acteurs du bâtiment. Ce qui nous amène à la question de la sensibilisation du locataire, puisque Jean-Pierre Reynaud souhaite beaucoup parler du locataire. Peut-être que là-dessus, vous pouvez avoir un échange. On est passé un petit peu vite. Vous suggérez aussi dans vos conseils pour la stratégie, vous conseillez des actions auprès du locataire, sous plein de formes différentes. Il en existe déjà, bien sûr, mais ça fait partie de vos recommandations. Oui, complètement. Mais en fait, tout à l'heure, on se parlait de l'état des lieux. En général, à l'issue de l'état des lieux, on va quand même finaliser un plan d'économie, donc pour le bailleur, d'économie et d'investissement, pour le bailleur et pour le locataire. Donc, in fine, il sera important de bien communiquer au locataire qu'il aura des gains sur sa facture d'énergie, etc. Et c'est pas évident parce qu'effectivement, on vient toucher à son logement et il sait pas, il va pas tester, il va pas voir quelles vont être ses factures demain. Donc, il va falloir énormément, effectivement, le sensibiliser et puis le former au nouveau système, équipement. Comment faites-vous ? Que suggérez-vous comme action ? Nous, on suggère souvent de passer par un assistant à maîtrise d'usage, quand même, pour qui c'est le métier, qui saura prendre en compte les besoins du locataire. Et vous, Jean-Pierre Reynaud ? Là, on touche un sujet extrêmement important, clairement. On est aujourd'hui sur l'accompagnement de cette transition énergétique et environnementale qu'il faut faire avec eux. On ne le fera pas sans eux. Donc il faut embarquer, encore une fois, je l'ai évoqué, avec très peu d'augmentation de loyer. Donc malgré tout, il faut que l'usage soit en cohérence avec ce qui est attendu. Sinon, c'est dommage, on aura perdu à la fois de l'énergie, de l'investissement aussi, puis ça coûte un peu d'argent quand même. Donc on a vraiment cette volonté de travailler avec l'habitant. Il faut simplement trouver des solutions
les plus faciles d'usage. Comme vous l'avez évoqué, le devoir d'usage est très important pour pouvoir ensuite le déployer le plus facilement. Parce que, encore une fois, la décarbonation pour le locataire, ça ne parle pas forcément. Par contre, la baisse de ses factures énergétiques, ça parle beaucoup plus. Et on a travaillé avant la décarbonation, bien sûr, sur la baisse des consommations énergétiques. On continue à le faire, hein, bien évidemment. Dans certains cas, ils ne voient pas concrètement, hein, si je prends un exemple, hein, le raccrochement au réseau de chaleur urbain, ne serait-ce que ça, il y a une part fixe à l'entrée de l'État, une part fixe, une part variable. La part fixe est très importante. Donc, du coup, concrètement, sur sa consommation énergétique, il ne le voit pas, ou très peu. En tout cas, quand il y a eu une phase importante d'énergie, d'augmentation des factures énergétiques à cause de la crise en Ukraine, là, on voit, on n'a peut-être pas suffisamment communiqué, mais ça aurait pu être pire, entre guillemets, parce qu'il y avait eu quand même un accompagnement de l'État aussi sur ces sujets-là. Mais néanmoins, en termes d'usage, il faut vraiment qu'on puisse embarquer le locataire. Donc, c'est par les consommations énergétiques aussi qu'on doit travailler. Je renvoie d'ailleurs à notre émission précédente et article précédent. L'AFPOLS a reçu un sociologue, Adrien Mallier, qui nous a longuement expliqué les enquêtes auprès des locataires et la manière dont ils accueillaient ou pas ces incitations aux éco-gestes, ces sensibilisations. C'est intéressant, ça fait le lien avec ce que vous êtes en train de nous dire. L'autre point, je crois, Jean-Pierre Hénault, mais je vous laisse le développer, sur lequel vous vouliez insister, mais Camille Simon en a parlé aussi, c'est l'adhésion c'est la manière dont le tissu industriel peut concourir aussi à toutes ces actions nouvelles. Je vous laisse le temps de le développer, parce qu'on y est passé aussi. Oui. On l'a effleuré. Effectivement, comme je l'évoquais, on est maître d'ouvrage, on travaille avec de la maîtrise d'œuvre, on travaille avec les entreprises, on met tout ce beau monde en musique, entre guillemets, pour réussir un projet, parce que ça reste toujours un projet, que ce soit de la réhabilitation lourde parfois ou que ce soit de la construction neuve. Évidemment, on travaille ensemble. Alors, Action Logement déploie ce qu'on appelle de l'avance de phase. Donc, on déploie derrière ça une volonté de travailler sur de la RE 2020, mais version 2025 là aujourd'hui, et demain, à partir de 2025, version 2028. Donc, chez demain, c'est vraiment très proche en l'occurrence. Donc, on est toujours dans ce sujet-là en avance de phase. Et pour pouvoir le faire, on travaille avec les entreprises du bâtiment, avec les ingénieries, maîtrise d'œuvre, économistes de la construction, etc., etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans certains cas, et vous l'avez évoqué tout à l'heure sur la question de l'identification de certaines solutions de construction hors site, ça reste encore en état d'expérimentation. Ça se déploie petit à petit. On a quelques sujets qui sont aujourd'hui en questionnement. Là encore, on a vraiment besoin que le tissu industriel local, entreprises du bâtiment, les artisans qui travaillent, parce qu'on, comme on dit, on essaye de travailler localement et pas à faire venir les entreprises qui viennent de 500 km de là. Mais bon, après, conformément évidemment aux règles de la commande publique toujours, on est toujours sur ces sujets où on a vraiment besoin que ce tissu industriel se déploie. Et pour ça, on travaille vraiment en bonne communication avec les fédérations professionnelles. Hein. On présente les choses, on travaille avec, on présente nos projets. Et puis, on attend bien sûr de leur part, bien sûr, des solutions techniques. Oui. Parce vous souhaitez aussi davantage de construction hors site, apporter les éléments, comme nous a raconté Camille Simon. Un gros avantage. Alors, effectivement, il y a la question 20% déjà, nous dit-elle, c'est pas si mal. 20% horizon. C'est espéré, oui. Espéré. Pardon, attendu, oui, tout à fait. Mais c'est pas si mal. Oui, mais effectivement, il y a aussi ce sujet-là, mais derrière ça, un gain énorme sur la construction site, sur le délai de construction. Oui, bien sûr. C'est pas 18 mois comme on fait aujourd'hui, c'est en l'espace de quelques mois, on arrive à monter des pavillons. Donc on a quand même quelques sujets autour de ça. Mais c'est encore pas suffisamment développé. On est quoi là, au stade de l'expérimentation, vous diriez, chez vous ? Un peu plus. Mais, oui. Et sur le plan national ? Un peu plus aussi. Ça dépend vraiment des régions, pour le coup. Vous me disiez, je crois, Jean-Pierre Hénault, en préparant notre échange, qu'il fallait non seulement inciter les entreprises à jouer le jeu, comme vous dites, mais parfois aussi les architectes, c'est-à-dire en gros tous les corps de métier concernés. Oui, il faut qu'effectivement, petit à petit, on y arrive. Ouais. Parce que, comme on l'a évoqué en préparant la réunion, en préparant l'entretien, c'est vrai que
le secteur du logement social est un secteur qui, c'est 5 millions de logements en tout, donc c'est porteur, et en tout cas tous les acteurs de la construction sont forcément incités à travailler sur ce sujet-là. Néanmoins, aujourd'hui, parfois les archis ont tendance à reproduire ce qu'ils ont déjà fait, et c'est un peu dommage. On a besoin pour ça d'avoir, c'est pas tout le monde pareil, bien évidemment, on a vraiment des archis de grande qualité, et heureusement d'ailleurs, mais néanmoins on a besoin d'innovation, on a besoin de schématisation de certains process pour gagner en coût et en efficacité, et puis surtout en consommation énergétique et décarbonée. Et qu'ils vous proposent eux-mêmes des innovations, effectivement. Vous confirmez, Camille Simon, du côté des architectes, c'est aussi... Oui, il faut accepter l'industrialisation aussi de la rénovation énergétique. C'est ça. Ils n'ont pas toujours envie ou intérêt. Il y a eux, et puis si je peux me permettre aussi, un autre acteur important qui s'appelle le maire, qui aussi parfois a ses propres idées sur évidemment le projet de construction neuve qu'il y a sur sa commune. Il est encore une fois maître sur sa commune jusqu'à présent, bien évidemment, les permis de construire sont validés par le maire. Donc il y a parfois des sujets où on va dire la construction hors site n'est pas adaptée. Ça prend un petit peu de temps. Je ne parle pas des ABF. Je vais vous poser en conclusion, à moins que Camille Simon ait encore une remarque à faire. Non. Et une dernière question pour vous, la même que je lui ai posée. Êtes-vous optimiste compte tenu de toutes les difficultés quand même que nous soulevons, ou en tout cas des retards pris? Et je vois que chez Action Logement, mais c'est une très grosse maison, on va peut-être plus vite que dans d'autres entreprises plus modestes. Donc que diriez-vous sur le plan général du côté du logement social ? Je resterai optimiste. Je resterai optimiste, comme vous l'avez évoqué, Camille. C'est vrai que on va dire l'enjeu est important. On n'est pas forcément aujourd'hui complètement dans les clous par rapport à la stratégie, mais on veut rester optimiste justement en la mobilisation de tous les acteurs. Justement, l'intelligence collective qui doit être importante, on l'a évoqué, certains acteurs, et c'est important qu'on travaille ensemble pour pouvoir réussir avec l'ingénierie, avec tout simplement le bon sens aussi dans certains cas, avec l'acteur aussi, insiste sur l'habitant, qui doit être partie prenante. Et je suis raisonnablement optimiste en tout cas sur l'ambition de nos stratégies de décarbonation à moyen et long terme. En tout cas, il reste du travail et on aura besoin de conseils, pour résumer. Merci à tous les deux. Merci Jean-Pierre Reynaud d'être venu rejoindre Camille Simon donc, pour conseils aux entreprises comme la vôtre. Merci à tous les deux. Merci. Et bonsoir à tous et rendez-vous à une prochaine émission, une prochaine Parole Libre. Autre sujet d'actualité qui, on l'espère, devrait vous intéresser.